Ils paniquent, ils s'écroulent. Et ce qui est en train de se produire au département de la justice des États-Unis n'est pas une simple crise de personnel. C'est une scène de désintégration institutionnelle, en direct, grotesque, désastreuse et franchement malade. Parce que voici la réalité. Des avocats du DOJ se présentent devant des juges fédéraux, des juges article 3, nommés à vie, et ils avouent, noir sur blanc, qu'ils n'ont aucune directive, aucune guidance, aucune direction. Ils arrivent au tribunal comme des figurants envoyés sur scène sans script, sans autorité, sans même la moindre idée de ce qu'ils sont censés faire. Et quand le juge demande « Pourquoi vous n'avez pas respecté l'ordonnance ? Pourquoi vous n'avez pas produit le mandat ? Pourquoi vous avez raté l'échéance ?» Ils répondent « J'essaie avec chaque souffle d'obtenir ce dont vous avez besoin, mais je n'y arrive pas. » C'est une admission accablante, incriminante, humiliante. Et surtout, c'est l'aveu que la chaîne de commandement du DOJ, le mécanisme même qui relie la direction au procureur sur le terrain, est en train de se rompre. Et quand cette chaîne casse, ce n'est pas juste moins efficace, c'est l'état de droit qui commence à caler, à tousser, puis à mourir. Et pendant que cette institution se vide de ses cerveaux, il remplace les procureurs fédéraux chevronnés par des avocats d'immigration parachutés, sans expérience des poursuites fédérales. Ce n'est pas une réforme, c'est un sabotage. C'est un cabale idéologique qui remplace la compétence par la loyauté, comme si la justice était un jouet politique. Le résultat est immédiat. Des juges furieux, des menaces de contempt, des dossiers qui s'effondrent, une crédibilité pulvérisée et une paralysie opérationnelle totale. Une hémorragie de talent, une mémoire institutionnelle qui disparaît. Vous ne pouvez pas inventer ça. C'est un cauchemar national. Et ça ne fait que commencer. Et maintenant, écoutez bien. Ce que nous voyons ici n'est pas une malchance, ni un simple problème de ressources. On nous vend l'histoire d'un DOJ qui serait juste sous pression, qui serait débordé, qui ferait de son mieux. C'est le mensonge classique, le gaslighting institutionnel. Cette manière de vous dire « ne croyez pas vos yeux, tout va bien ». Sauf que non, tout ne va pas bien. Et ce qui est en train de se passer est tellement extrême que même les juges fédéraux, des gens qui par nature mesurent leurs mots, commencent à traiter les avocats du gouvernement comme des élèves de première année qui auraient oublié leurs devoirs. Parce que la version officielle, c'est quoi? Que le département fonctionne, que la chaîne de commandement existe, que les procureurs ont des instructions, que les dossiers avancent, que les délais sont respectés, que les mandats sont préparés, que la machine, même imparfaite, continue de tourner. Mais la réalité, et c'est là que ça devient humiliant, c'est que les représentants du DOJ se présentent devant la justice fédérale et avouent exactement l'inverse. Let me show you the clip. Imaginez cette scène. Le juge demande une chose simple, une chose basique, le strict minimum attendu d'un avocat du gouvernement. Où en êtes-vous? Qui vous a donné l'instruction? Quelles sont vos directives? Et l'avocat du DOJ répond en substance « Je n'ai rien. Personne ne me répond. Je n'ai aucune direction. » C'est incroyable. C'est un aveu que le centre de contrôle a disparu, que le commandement ne commande plus, que le DOJ n'est plus en train de gérer des dossiers, mais de survivre au jour le jour, en improvisant dans des salles d'audience où l'improvisation est littéralement interdite. Et ce n'est pas un détail. C'est la preuve que le système est en train de se déconnecter de lui-même. Parce qu'un ministère de la Justice ne peut pas fonctionner sans cette transmission. Directives, procureur, action en justice, respect des procédures, crédibilité devant les juges. Quand ce lien se casse, les juges voient immédiatement la différence. Et c'est exactement ce qui est en train de se produire. Les magistrats commencent à menacer des avocats du gouvernement de contempt. Ce genre de choses est quasiment inédit. Le DOJ est censé être l'institution la plus compétente, la plus disciplinée, la plus respectée devant les tribunaux fédéraux. Mais aujourd'hui, il se présente comme une entité confuse, désorganisée, incapable de produire des documents, incapable de respecter des délais, incapable même de répondre à une question fondamentale. Qui est responsable? Et ce qui rend tout ça encore plus dégoûtant, c'est la solution qu'ils mettent en place. Au lieu de renforcer les équipes avec des procureurs fédéraux expérimentés, ils envoient des avocats d'immigration dans des rôles de poursuite fédérale. Comme si un pilote de ligne pouvait être remplacé par quelqu'un qui a déjà conduit un bus. C'est irresponsable, c'est dangereux, et c'est la définition même d'une institution en chute libre. Donc non, ce n'est pas une crise normale, ce n'est pas un accident, ce sont des receipts, des aveux, et ils sont en train de se faire devant les juges,
en pleine lumière. Allons-y. Parce que maintenant, on va entrer dans le cœur du dossier. Et je veux que vous compreniez à quel point cette situation est non seulement catastrophique, mais structurée, systémique et probablement irréversible si on laisse ce désastre continuer. Je suis en train de lire une analyse datée du 26 octobre 2024. Et dès les premières lignes, le constat est glaçant. L'effondrement du DOG commence par une rupture totale du commandement et du contrôle opérationnel. Pas une difficulté, pas une période tendue, une rupture. Regardez ce passage. Je cite pratiquement mot pour mot. On décrit la manifestation la plus immédiate et visible de la crise comme étant l'effondrement total des structures de commandement et de contrôle dans les salles d'audience fédérales. Et ensuite, le document explique que la chaîne qui relie la direction du département au procureur de terrain est severed, coupée, tranchée. Et là, on a une scène qui devrait faire la une partout. Des avocats remplaçants se présentent devant des juges fédéraux avec des aveux explicites qu'ils n'ont aucune guidance et aucune direction sur leur dossier. Vous vous rendez compte? Dans un tribunal fédéral, l'État se présente et dit « Je ne sais pas ce que je fais ici. Gross ». Et c'est un euphémisme. Ensuite, le document donne un exemple précis. Le DOJ envoie des avocats d'immigration pour remplir des rôles traditionnellement occupés par des Assistant United States Attorneys. Et on insiste, ces gens opèrent dans un vacuum of authority, un vide d'autorité. Ils ne peuvent pas obtenir de ressources, pas obtenir d'instructions, pas obtenir de réponses. Et quand un juge insiste, quand il presse, quand il demande « Pourquoi vous ne respectez pas les délais? Pourquoi vous n'avez pas sécurisé un mandat? » Le représentant du DOJ répond « I'm trying with every breath to get you what you need, but I just can't do it. » Vous voyez ce que ça signifie? Ce n'est pas seulement un avocat qui est stressé. C'est une institution qui est en train de s'avouer morte sur scène. Et ce document ne s'arrête pas là. Il explique la conséquence immédiate, une paralysie de l'action là où ça compte le plus, c'est-à-dire dans l'application de la loi au tribunal. Le DOJ devient un corps sans système nerveux, un organisme dont le cerveau ne transmet plus rien aux membres. Puis on arrive à la deuxième bombe, la fuite massive des talents. Et ici, je veux que vous reteniez une expression, parce qu'elle est parfaite. Un hollowing out, un évidement, un creusement, comme si on vidait l'institution de l'intérieur. Le document décrit une vague de démissions catastrophique qui ravage la mémoire institutionnelle et la capacité technique. Et les chiffres sont hallucinants. Dans certaines juridictions, les réductions d'effectifs vont de 1/3 jusqu'à 4/5. 4/5. Ce n'est pas une fuite, c'est une évacuation. Et ce n'est pas n'importe qui part. Ce sont des seniors, des professionnels de carrière, des gens qui possèdent le tradecraft, c'est-à-dire la compétence non écrite. Comment monter un dossier, gérer un grand jury, naviguer les règles de preuve, faire tenir une affaire complexe. Regardez l'exemple donné. Dans le district du Minnesota, la division criminelle est décrite comme complètement ravagée. Le document dit pratiquement que le bureau est vidé des personnes capables de mener des poursuites criminelles standards. Et ce n'est pas isolé. À Washington, dans la Civil Rights Division, la section criminelle perd ses 4 principaux avocats seniors. Et le Public Integrity Section, historiquement décrit comme un crown jewel, un joyau de la couronne, est réduit à 2 avocats. 2. Vous imaginez l'ampleur de cette honte? Le DOJ, l'institution censée traquer la corruption, se retrouve avec une unité d'intégrité publique réduite à l'équivalent d'un petit cabinet de province. You can't make this up. Et le document explique pourquoi cette fuite est si révélatrice. Quand des professionnels de carrière, habituellement apolitiques, quittent en masse, cela signifie qu'il existe une incompatibilité fondamentale entre la direction actuelle et les normes éthiques ou procédurales de l'institution. En clair, ces gens disent « je ne signerai pas ça ». Ils refusent de participer. Ils sortent. Et pendant qu'ils sortent, que fait la direction ? Elle ne reconstruit pas avec compétence. Elle remplace la méritocratie par le patronage idéologique. Là encore, le document est brutal. Il explique que le DOJ abandonne les canaux traditionnels de recrutement, ces canaux où des milliers de candidats se battent pour quelques postes prestigieux, et passe à une logique de sollicitation directe sur les réseaux sociaux. Oui, les réseaux sociaux. Des hauts responsables demandent aux candidats de leur envoyer un DM, un message privé. Et il conditionne l'embauche au soutien du président et de son agenda.
C'est la politisation la plus crue possible. C'est le retour à la machine de patronage. Et c'est exactement ce que l'État de droit ne peut pas survivre. Et là, le document donne une phrase qui devrait faire trembler tout le pays. Les employés doivent « get behind the president's priorities » ou ils risquent d'être virés. Donc la justice n'est plus indépendante. Elle est sommée d'être loyale. Et ensuite, on passe à l'effet immédiat devant les tribunaux, l'érosion de la crédibilité du DOJ. Les juges trouvent le département en contempt de cour pour violation répétée d'ordonnances et de délais. Certains juges menacent même des avocats individuellement, ce qui, historiquement, est presque du jamais vu. Et le document rapporte une scène humiliante. Les juges parlent aux avocats du DOJ comme à des élèves de première année, parce qu'ils ne respectent pas des ordres basiques. Et là, un juge lâche une phrase qui est une condamnation totale. Le DOJ viole plus d'ordres en un mois que la plupart des agences n'en ont violé dans toute leur vie. C'est un effondrement de standing judiciaire, une délégitimation. Et ça continue. La pénurie de personnel mène à une conséquence encore plus grave, l'abandon pur et simple des poursuites complexes. Le document dit que l'effondrement des divisions criminelles force une décriminalisation de facto des crimes sérieux. Vous entendez? On parle de l'arrêt de l'activité sur trafic sexuel, fraude, blanchiment, braquage bancaire, corruption publique, réseau de drogue. Ce sont les dossiers qui demandent des années d'enquête, des écoutes, des équipes, des procureurs expérimentés. Et sans ces gens-là, le DOJ devient incapable. Et pendant ce temps, le document explique que les ressources restantes sont redirigées presque exclusivement vers l'immigration et les actions administratives à bas niveau. C'est un choix, une priorité politique, pas une fatalité. Et c'est là que le document dévoile une tactique encore plus sinistre. Contourner la justice fédérale article 3 en passant par des mécanismes administratifs. Je veux que vous saisissiez l'horreur de cette stratégie. Le DOJ recrute activement des déportations de judges pour émettre des mandats administratifs, afin de contourner l'exigence du 4e amendement, la cause probable décidée par un juge indépendant. Donc, au lieu d'un juge fédéral indépendant, vous avez un juge administratif, qui est un employé de l'exécutif. C'est une justice parallèle, un système fermé où l'exécutif devient procureur et juge. Et ce n'est pas un fantasme. Le document dit clairement que cette stratégie vise à éviter les strictures des protections constitutionnelles. C'est la définition même d'une dérive autoritaire. Et là, comme si ce n'était pas assez humiliant, on arrive au moment le plus absurde. Le DOJ, désespéré, utilise même une propriété intellectuelle volée, le personnage Franklin the Turtle, dans des publicités sur les réseaux sociaux pour recruter ses juges de déportation. Vous entendez? Le département de la justice, l'institution censée faire respecter la loi, utilise une IP non licenciée dans ses propres annonces. Psycho-behavior. Et ça nous dit tout. L'institution a perdu sa dignité, son professionnalisme, son contrôle interne. Elle n'a plus rien. Elle se transforme en objet de ridicule dans la communauté juridique. Et enfin, le document décrit la phase finale, l'attrition psychologique. Des avocats épuisés, en burn-out, qui demandent aux juges de les mettre en contempt simplement pour pouvoir dormir. Et un avocat du gouvernement en audience lâche « This whole system sucks » et « This job sucks ». Ce n'est pas juste une plainte, c'est un cri d'agonie. Et pour couronner le tout, même dans les dossiers de haut niveau, la compétence s'est effondrée. Le document décrit des plaintes déposées avec des références à des preuves inexistantes, des attachments A qui ne sont même pas attachés. Et quand on leur donne l'occasion de corriger, ils échouent encore, en remplaçant une preuve par une ligne de câble news, une ligne de télévision. Ce n'est plus un ministère, c'est un cirque. Et le document termine sur une vérité glaçante. Des observateurs du DOJ disent qu'on ne peut pas remettre les pièces ensemble, que la mémoire institutionnelle qui est partie ne se reira pas, que l'institution, en un an, est passée de le plus grand cabinet d'avocats du monde à une coquille vide. Voilà où nous en sommes. Et c'est exactement pour ça que ce n'est pas une crise ordinaire. C'est une transformation structurelle. Et maintenant, prenons du recul. Parce que ce qu'on est en train de regarder n'est pas seulement l'histoire d'un département qui fonctionne mal. C'est l'histoire d'un État qui est en train de perdre sa colonne vertébrale. Et quand le DOJ s'effondre, ce n'est pas un problème technique. C'est un signal de fin de régime.
Parce que regardez la logique. D'abord, vous cassez la chaîne de commandement. Ensuite, vous poussez les professionnels à partir. Puis vous remplacez la compétence par la loyauté. Et enfin, vous contournez les juges fédéraux pour construire une justice administrative parallèle. C'est un manuel, un playbook. Et c'est exactement ce que font les systèmes autoritaires. Ils ne détruisent pas la justice avec des tanks. Ils la détruisent avec des formulaires, des nominations, des menaces de licenciement et une armée de loyalistes médiocres. Et c'est là que ça devient encore plus dangereux. Ce chaos n'est pas seulement un effondrement. C'est une opportunité pour ceux qui veulent une justice à deux vitesses. Une justice où la Constitution devient optionnelle. Une justice où l'exécutif s'auto-délivre des mandats. Une justice où l'on peut saisir, détenir, expulser sans supervision indépendante. Vous voyez le fil rouge? On est en train de remplacer la procédure par l'idéologie, la règle par la force, le droit par le réflexe. Et pendant ce temps, la société paie le prix. Parce que quand le document explique que les divisions criminelles sont complètement ravagées, il ne parle pas de paperasse. Il parle de crimes réels qui ne seront plus poursuivis. Trafic sexuel, blanchiment, fraude, corruption publique, réseau de drogue. Ce sont des dossiers qui exigent des années d'enquête, des procureurs expérimentés, des équipes entières. Et si ces équipes n'existent plus, vous savez ce qui arrive? Les criminels le comprennent, les réseaux le comprennent, les corrupteurs le comprennent. Et ils avancent. C'est une décriminalisation de facto, un cadeau gigantesque aux pires acteurs de ce pays. Mais attendez, parce que la partie la plus grotesque, c'est le niveau d'incompétence assumé. On parle d'un DOJ qui dépose des plaintes sans pièce jointe, qui référence un attachement à qui n'existe pas, qui, au lieu de fournir une preuve, colle une phrase de télévision. C'est du magical thinking. C'est une bureaucratie qui fonctionne comme un groupe Facebook de complotistes. Et pendant que tout ça se passe, l'institution est en train de perdre quelque chose d'encore plus précieux, la crédibilité devant les juges. Parce qu'en justice, la crédibilité, c'est la monnaie, c'est le capital. Quand un juge commence à penser que vous êtes négligent ou pire, malhonnête, chaque dossier devient plus dur, chaque demande devient suspecte, chaque argument devient fragile. Et là, le document nous dit que les juges sont déjà en train de ridiculiser le DOJ. Ils les traitent comme des enfants. Ils les menacent de contempt. Ils notent qu'ils violent plus d'ordres en un mois que la plupart des agences dans toute leur existence. C'est une humiliation historique. Et maintenant, parlons de la dimension humaine, parce qu'elle est centrale. Le document décrit des avocats tellement épuisés qu'ils demandent aux juges de les mettre en contempt juste pour pouvoir dormir. Et vous avez un avocat du gouvernement qui lâche en audience « This whole system sucks ». C'est un cri d'agonie. Et c'est exactement ce que vous obtenez quand vous prenez une institution, que vous la videz de ses seniors, que vous terrorisez ceux qui restent et que vous les forcez à improviser dans des salles d'audience fédérales. Et pendant ce temps, la direction recrute sur les réseaux sociaux en demandant aux candidats de leur envoyer un DM et de prouver qu'ils soutiennent le président et son agenda. Donc, on ne recrute plus des juristes, on recrute des fidèles. C'est un cabale, une cour, une petite mafia bureaucratique qui croit qu'elle peut remplacer des décennies de compétences par un test de loyauté. Et là, on arrive au symbole le plus absurde, Franklin the Turtle. Vous comprenez à quel point c'est pathétique? Le DOJ, l'agence censée faire respecter la loi, utilise une propriété intellectuelle volée pour recruter des juges de déportation afin de contourner la Constitution. C'est un sketch, mais ce n'est pas drôle. Parce que tout ça s'inscrit dans un schéma plus large, un système qui ne se contente pas d'être incompétent, mais qui devient hostile à la procédure, hostile à l'indépendance, hostile aux garde-fous. Et ça, c'est le vrai message. Ce n'est pas une erreur, c'est un symptôme terminal. Parce qu'une institution qui se vide de sa mémoire, qui perd ses meilleurs, qui se fait mépriser par les juges et qui remplace la compétence par la loyauté, ne se répare pas facilement. Et ceux qui disent « Oh, ça va revenir à la normale » sont en plein délire. Ils sont dans la magical thinking la plus dangereuse. Le document le dit. Des observateurs avertissent qu'on ne peut pas remettre les pièces ensemble. Et c'est ça, le point final. Ce que nous voyons n'est pas une turbulence, c'est une chute libre. Alors voilà où nous en sommes. Ce n'est pas une histoire de paperasse, ce n'est pas une histoire de désorganisation, ce n'est pas un incident isolé. C'est la différence entre un pays gouverné par le droit et un pays gouverné par le chaos, la loyauté et la peur.
Parce qu'un département de la justice qui perd sa chaîne de commandement, qui se vide de ses meilleurs procureurs, qui se fait ridiculiser par les juges fédéraux et qui tente de contourner la Constitution par des mécanismes administratifs, ce n'est pas un DOJ en difficulté. C'est une institution qui est en train d'être transformée. Et cette transformation n'est pas neutre. Elle est dangereuse. Elle est corrosive. Elle est conçue pour affaiblir les garde-fous qui protègent la démocratie. Et c'est exactement pour ça qu'on ne peut pas détourner le regard. On ne peut pas normaliser l'inacceptable. On ne peut pas accepter que la justice fédérale devienne un jouet politique, un appareil loyaliste, une coquille vide. Parce que la vérité finit toujours par remonter. Et ce qu'on voit ici, ce sont des aveux, des receipts, des humiliations publiques devant les tribunaux. Alors, si vous voulez continuer à suivre cette enquête, si vous voulez qu'on mette la lumière sur ce qui se passe réellement, hit subscribe. Aidez-nous à atteindre le prochain cap d'abonnés. Partagez cette vidéo, laissez un commentaire et surtout, soutenez les médias indépendants parce que ce combat, le combat entre la vérité et le mensonge, est en train de se jouer maintenant.